Allez, on est parti. Oui, déjà la deuxième période de ce numéro de la Grande Team, ça passe très très vite. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h et que vous pouvez interagir avec nous en allant sur la page Facebook de la 3. Dans un instant, on fera le point à 2 jours de la rencontre Côte d'Ivoire-Madagascar. Et justement, sachez que la 3 vous proposera un plateau spécial d'avant-match ce 12 novembre. À partir de 15h, vous aurez droit à des analyses et des interventions en direct de nos envoyés spéciaux. Et ce n'est pas tout. Le choc du groupe K sera débriefé dans la Grande Team à partir de 20h30. Donc, 2 rendez-vous à ne surtout pas rater. Eh bien, pour en parler, nos spécialistes sont arrivés sur le plateau de la Grande Team. Non pas que vous n'êtes pas spécialiste, Roger Stéphane. Ah mais non, absolument pas. Mais voilà, on a renforcé un petit peu les troupes avec Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Ne me faites pas les yeux doux comme ça, voyons. Et puis notre Henri Jo, bonsoir. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Super bien, ça va bien. Bon, très bien. Allez, il est temps d'accueillir notre invité de ce soir. Et ce soir, la Grande Team reçoit le promoteur de l'un des plus grands tournois de football de jeunes en Afrique de l'Ouest. Et peut-être même en Afrique tout court. Il se nomme Yves Armand Mbaya. Il est l'organisateur du TIDA, le tournoi international du district d'Abidjan. Eh bien, merci de l'accueillir comme il se doit. Bonsoir Yves Armand. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Bon, on est ravis de vous recevoir sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va tout savoir concernant le TIDA. Justement, comment est née cette initiative? Comment est né ce tournoi? D'emblée, il faut dire que le TIDA est parti d'un constat. C'est qu'à une certaine époque, ici en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de tournoi de jeunes. Et donc, au niveau de Ivoire Sport Promotion, on a constaté, on a décidé d'offrir un plateau technique à tous ces jeunes qui étaient dans divers centres de formation pour qu'ils puissent s'exprimer dans un premier temps déjà pour montrer ce qu'ils peuvent faire sur un terrain de foot et en même temps se faire voir par des agents, des recruteurs qui viennent de partout à travers le monde. C'est comme ça qu'est né le TIDA. Au départ, c'était le TELA, tournoi des lagunes d'Abidjan. Et ensuite, quand on a eu le soutien énorme d'ailleurs du gouverneur du district autonome d'Abidjan, c'est devenu le TIDA, tournoi international du district autonome d'Abidjan. D'accord. Alors des jeunes de certaines grandes équipes européennes ont participé donc à ce tournoi. Comment s'est fait la connexion? Et puis surtout, comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre d'y participer? Nous n'entrons pas directement en contact avec les joueurs. Nous rentrons en contact avec des centres de formation, avec des clubs qui viennent avec ces joueurs-là. Donc, le plateau, il était tellement relevé, tellement bon, quand on a pu faire venir 2 fois déjà à Barcelone, ici, à Abidjan. Donc, ça fait que quand on va vers des centres de formation, des clubs, au travers de ce plateau-là, les gens sont plutôt enclins à venir participer à ce genre de tournoi. C'est un très bon tournoi qui a vraiment du succès. Je crois que l'année dernière, vous étiez à la 6e édition. À la 6e édition. Au mois de novembre-décembre 2019. Mais vous avez des fidèles quand même dans ce tournoi, notamment Ivoire Academy et Asec Mimosa. C'est bien ça? Absolument. Vous savez que ce genre de tournoi, pour l'organiser, bien entendu, il faut se baser sur des centres de formation, des valeurs locales, aussi bien pour la qualité de jeu que pour le sérieux de ces centres de formation-là. C'est pour ça que nous, comme vous l'avez dit, nous avons des fidèles qui sont ceux que vous avez cités. Mais sur l'année dernière, par exemple, il y a eu c'est le FC San Pedro qui a gagné. Il y a eu une demi-finale FC San Pedro RCA, les 2 équipes du moment, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, sur cette année, les 2 équipes ont été championnes et vice-championnes. Est-ce que quand vous regardez votre parcours et que vous regardez ces 2 équipes-là, vous avez le sentiment qu'en dehors de l'ASEC et les autres, il y a vraiment 2 énormes clubs qui sont en train de venir, notamment le Football Club de San Pedro et le RCA, qui ont été demi-finalistes et vainqueurs de l'édition l'année dernière? C'est un constat que nous faisons. Effectivement, plusieurs équipes qui ont participé comme ça au TIDA sont arrivées à s'imposer sur la place au niveau du championnat national de Côte d'Ivoire. Et quand on regarde le FC San Pedro, tout comme le Racing Club d'Abidjan, c'est des clubs qui ont de vrais centres de formation, qui tablent leur expertise, leur politique sur la formation et sur la jeunesse. Et ça se voit tout de suite. Aujourd'hui, on a des joueurs du Racing qui arrivent en équipe de Côte d'Ivoire. Il y a donc le Racing qui est champion de Côte d'Ivoire et San Pedro également qui monte très fort au niveau des clubs ici. Donc nous sommes fiers de savoir que participer au TIDA est une bonne vitrine pour ces clubs-là pour pouvoir s'imposer sur la place ici en Côte d'Ivoire. Absolument.
Moi, j'aimerais savoir simplement comment se fait l'approche. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'approche avec les clubs, mais comment se fait le choix même de ces clubs? Est-ce que c'est un choix arbitraire? Est-ce qu'il y a un comité qui siège pour choisir les clubs qui doivent participer au TIDA? Il faut dire que derrière le TIDA, il y a un comité d'organisation et le TIDA est organisé par Ivoire Sport Promotion. Ivoire Sport Promotion en partenariat avec le district autonome d'Abidjan. Et c'est au travers de ce comité d'organisation que nous faisons la sélection des centres de formation qui sont habilités à participer au TIDA. Les critères ils sont très sélectifs. D'abord, il y a le sérieux, la reconnaissance, la renommée du centre de formation qui doit venir. Et surtout, un facteur très important, il faut que les joueurs qui viennent au TIDA soient dans la catégorie d'âge recherchée pour participer à cette compétition. Ce sont là les critères par lesquels on participe au TIDA. D'accord, très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous avez des questions à poser à notre invité de ce soir, eh bien, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. Il va passer un petit moment en notre compagnie. Eh bien, d'ailleurs, alors, vous êtes au courant que dans 2 jours, hein, les éléphants affrontent Madagascar. Déjà, votre pronostic, hein. Je vois une victoire de la Côte d'Ivoire, peut-être par 2-0, je dirais. 2-0? Absolument. Ah, ben on va voir ça. En tout cas, eh bien, on va parler hein, justement donc, de cette rencontre. C'est l'actu de ce soir. On ne cesse de vous le rappeler. Hein, ce jeudi, donc, la Côte d'Ivoire affronte Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 qui se jouera au Cameroun en 2022 pour cause de coronavirus. Les 26 éléphants convoqués par le sélectionneur Patrice Baumel sont-ils tous présents? Eh bien, on fait le point. Le deuxième regroupement de la sélection de Côte d'Ivoire, sous l'ère Patrice Baumel, se met en place. Après la Belgique puis la Hollande, c'est Abidjan qui accueille les éléphants. Au compte-gouttes, encore une fois, sur les 26 appelés, seulement 5 répondaient à l'appel du lundi 9 novembre 2020, date du début de la concentration. Conséquence, Patrice Baumel fut obligé de commander des renforts au plan local pour sa première séance au stade Robert Champrou. Ainsi, le technicien français a convoqué Fofana Datro de l'AFAD et Nguessan Jean du Racing Club pour étouffer son groupe qui ne comptait que Sissi Abdul Karim, Tapeira Eliezer, Wilfried Canon, Jonathan Kodja et Sébastien Haller. Cette timidité dans le flux d'éléphants à Abidjan s'explique à travers les mesures restrictives de plusieurs pays européens et d'Asie face à la recrudescence du coronavirus. La raison du forfait d'Evrar Kouassi bloqué par son club chinois. Mais au final, et après plusieurs négociations, Patrice Baumel pourra compter sur la majorité de ses appelés. 23 sur les 26 éléphants convoqués ont pris leur quartier au Radisson Blu de Port-Bouët. En attendant d'être situés sur la présence ou pas de Wilfried Zaha, en délicatesse avec Crystal Palace, Jouma Saïd, rappelé de dernière minute, devrait rejoindre mercredi un groupe qui s'est étoffé depuis, mais qui espère toujours Sylvain Gbowo, son gardien numéro 1, attendu ce mardi. Des arrivées en escalier qui biaisaient inéluctablement la préparation des éléphants. Toutefois, Patrice Baumel aura du beau monde pour faire face à Madagascar au stade olympique d'Ebampé dans un duel qui se jouera à huis clos finalement. Bon, comme on l'a vu, hein, la Côte d'Ivoire fait face à pas mal de défections. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, Henri Jo? Alors, je dirais l'idéal pour un entraîneur, c'est d'avoir tout son monde quand on joue ces genres de rencontres, notamment la situation dans laquelle se trouve notre pays, troisième après les 2 premières journées. Mais il a fait une large liste et dans cette liste-là, quand même, là, il y a des joueurs capables de remplacer ceux qui ne pourront pas être là. Donc, je dirais que bon, voilà, il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir à ce niveau. Soukama Ibrahim se plaignait déjà du fait de ne pas recevoir l'ensemble de son effectif à chaque regroupement. Et là, Patrice Baumel est arrivé. On s'est dit qu'avec la nouvelle dynamique, il allait pouvoir bénéficier de la présence de tous ces joueurs, surtout ces cadors. Il y a eu le rappel des anciens comme Gervais. Et là encore, Wilfried Zaha, tantôt présent, tantôt absent, toujours dans le doute, on ne sait pas. Certains noms qui étaient annoncés, qui n'étaient pas présents au premier regroupement de Patrice Baumel,
face à la Belgique et face au Japon également, comme le milieu de terrain de Sassuolo, Jérémy Boga, encore, on est dans le doute. Bon, j'espère que, comme l'a si bien dit Henri Jo, avec cette liste élargie, il aura suffisamment d'éléments pour pouvoir mettre en place sa stratégie, parce que pour nous, le plus important, c'est de battre l'adversaire et puis par la suite, essayer d'avoir un véritable dialogue avec ses joueurs pour savoir à quel niveau se situe le problème. Quand on sait que Evra, qui est du côté de la Chine, a été empêché par son club, il faut véritablement que la fédération se fasse respecter sur certaines questions. D'accord, on va parler de lui hein, dans un instant. Mais concernant donc cette liste, il y a eu quand même quelques surprises avec le retour de Djouma Saïd. Monsieur Mbaya. Oui, Djouma Saïd qui serait un bon joueur parce que, pour dire la vérité, je ne le connais pas beaucoup. On en a entendu parler. Et puis, pour moi, le temps qu'il a passé dans ce championnat là-bas me fait dire quand même que il ne serait pas, je préfère parler au conditionnel, il ne serait pas forcément prêt pour venir en sélection de Côte d'Ivoire, mais sa chance, il l'a aujourd'hui, maintenant qu'il est en sélection, qu'il nous prouve que jouer là-bas où il est n'empêche pas de faire de très bons résultats avec la sélection. S'il a été appelé, je suppose que c'est parce que l'entraîneur a estimé qu'il est bon et donc il faut lui faire confiance. D'accord. On est à 2 jours de cette rencontre. Est-ce que le sélectionneur a le temps de réajuster avec l'effectif qu'il a? Bon, il n'a pas le choix quand même. Dans ce cas de figure, généralement, on pense un peu à un plan B. Mais sur les 26 joueurs convoqués, il y a 25 qui sont là quand même. C'est vrai que bon, il a fait une longue liste de 26 joueurs. Là, on avait 3 gardiens, 7 défenseurs, 8 milieux de terrain, 8 attaquants, c'était beaucoup. Et puis, il y a 25 qui sont là. Là, Djouma Saïd arrive demain à 11h, c'est confirmé. Les autres joueurs qui ont été appelés, il y a Lago Junior qui a été appelé. Et puis, les 2 joueurs locaux. Comment ils sont là, Datro Fofana et Jean Guessam, qui sont les joueurs locaux, voilà, les 4 qui arrivent. Datro David, et qui vont remplacer, là j'ai eu l'information il n'y a pas très longtemps, qui vont remplacer les absents confirmés, Wilfried Zaha, Jérémy Boga, Kwame Christian et Kwasi Evra. Ce sont les 4 défections qui ne seront pas là et donc qui sont remplacés par les joueurs que j'ai cités. Mais je veux dire, Boumel a eu quand même le temps de réfléchir à tout ça. Il avait 26 joueurs, il y a 4 qui ne sont pas là, il y a 22 qui sont de très grande qualité parce que sur tous les différents compartiments du jeu, il a renforcé l'effectif. Donc je pense que Boumel a la capacité de remplacer ces joueurs-là. Parce que d'ailleurs, sur ces joueurs-là, il y a un seul qui est un titulaire confirmé, c'est Wilfried Zaha. Les autres ne sont que des retours et des essais qu'on allait observer par rapport à cette équipe des éléphants. Donc j'avoue que c'est vrai que Jérémy Boga n'est pas là, Zaha n'est pas là, Kwasi Evra ne sont pas là, c'est un peu inquiétant. Mais bon, le reste du groupe là est capable de nous montrer quelque chose quand même avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Surtout en attaque, je veux dire, le sélectionneur, Patrice Baumel, peut se satisfaire quand même de la présence de Jonathan Kodja et Sébastien Haller. Lequel de ces attaquants est-ce que vous voudriez qu'il aligne en pointe? Et ça, c'est la question sondage de ce soir. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, on va faire un petit tour de table rapidement. Jonathan Kodja ou Sébastien Haller? Je développe, mais on se donne en même temps le nom parce que j'ai envie de faire une petite analyse. Un nom. Haller. Haller, pourquoi? Haller, il est plus frais physiquement. Haller, il a une bonne forme actuellement que Jonathan Kodja, ou peut-être là où j'aimerais avoir Kodja, c'est que lui, il a l'expérience des matchs au niveau de l'Afrique. Oui. Mais bon, allons sur cette base, je préfère Haller. Haller, pour vous? Moi, je dirais Kodja, pour son expérience en équipe nationale. Il connaît déjà la sélection, il a déjà joué des matchs de Coupe d'Afrique et ainsi de suite. Je le préfère parce que je pense qu'il serait plus facilement dans le bain par rapport à Haller qui vient pour la première fois en sélection. D'accord. Haller, Sébastien Haller, je le préfère. C'est un bon joueur, ça on le sait tous. Mais un peu par curiosité aussi, pour voir un peu ce que ça va donner avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis un peu pour le préparer aussi par rapport aux grandes batailles. Parce que si on doit l'emmener un peu plus loin avec nous, c'est maintenant qu'il faut l'essayer. C'est vrai que c'est un match important, mais on est à domicile et puis on est un bon groupe. Bon, j'ai envie de voir un peu ce que ce garçon-là peut apporter à l'équipe des éléphants. Et vous, Jean-Philippe? Pour l'habitude, pour les automatismes, et puis parce que nous sommes contraints à la victoire pour pouvoir poursuivre l'aventure. Il faut impérativement les 3 points. Je vais tout simplement choisir l'option Kodja parce qu'il est déjà habitué à jouer avec les ailiers qui sont présents en équipe nationale. À l'heure, c'est un bon choix, mais il a besoin de beaucoup plus de temps, à mon sens, pour tout simplement se faire accepter dans le jeu par ses coéquipiers, les ailiers. Donc, moi, je préférais Kodja à Abidjan, permettre à l'heure d'avoir une certaine habitude à l'entraînement. Et puis, pourquoi pas pour le match retour du côté de Madagascar. Mais sans trahir Baumel, je pense que les deux vont jouer. Sans trahir Baumel,
Je pense que les deux vont être alignés. C'était ma question. Oui, les deux vont être alignés. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de les associer Moi, je les ne deux pense Non, pas les associer. Je pense que même Kodja, style de je pense que l'un devait commencer le match et l'autre devait le finir. Je pense, D'accord, sans trahir Baumel, je pense qu'on serait dans ce schéma-là. Oui, parfaitement. L'un va Je pense commencer, que l'autre va oui, finir. L'un va commencer et l'autre va terminer. Ça, c'est Mais les associés, ça sera difficile, hein, je pense, parce qu'ils ont presque le même style de jeu. Les deux sont pas très rapides au niveau de l'attaque. Or, dans ce genre de système, si on met deux attaquants de pointe, il faut quand même un capable de tourner autour de l'autre. Et je ne vois pas entre Kodja et Haller celui qui est capable de jouer ce rôle-là. D'accord. On va s'attarder sur le cas Jean-Évrard Kouassi, bloqué pour la deuxième fois en Chine. Écoutez ce qu'il a dit. Vous savez tous, j'ai été convoqué pour jouer pour le match, les deux matchs, le 12 et le 17 pour la sélection du Côte d'Ivoire. Voilà. Et voilà, j'avais le hockey de mon club qui me libérait le 7 après le match parce qu'on avait un match ici le 7. Donc les gars me libéraient le 7 que je pouvais rejoindre la sélection. Mais le problème c'est qu'on a un match. On a un match ici. Avec mon club, j'ai un match le 11. Donc du coup, je ne pouvais pas rejoindre la sélection. Alors ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Joue le match le 7. Et après le match, tu peux rentrer, tu peux rejoindre la sélection. Et voilà pourquoi. C'est comme ça que la sélection m'a convoqué. Ils m'ont dit, ok. Parce qu'avant ça, la sélection m'a appelé pour demander si c'est possible que je puisse rentrer. Parce que c'était la deuxième fois. J'ai dit, oui, le club a dit, ils sont ok. Et c'est comme ça que la sélection m'a convoqué. Et j'ai été convoqué. Donc, vous voyez, je viens d'arriver juste pour mon match. J'ai fini mon match. J'arrive, je finis mon match. Et je prends mes affaires. Voilà mes affaires. Voilà. J'ai fini. Je suis même habillé. J'étais prêt pour partir, pour rejoindre. Les Chinois sont venus. Ils ont dit non, tu ne peux pas partir. Parce que voilà. Ils ont donné des raisons que je ne sais même pas. Et ils refusent. Ils ont mis des gens pour m'arrêter, tout ça, la sécurité. Voilà. Ils ont dit que je ne peux pas partir parce que ils ont décidé que je ne parte pas. Voilà. Comment vous jugez l'attitude du club chinois, Jean-Philippe? Non, je parlerai du scandale. Parce que quand on suit les propos du garçon, il y a eu une entente. C'est vrai qu'aujourd'hui, du côté de la FIFA, sur la base des instructions de l'OMS, il y a eu un protocole qui a été mis en place. Et il y a eu plus de liberté qui ont été données au club. Mais on ne va pas aller jusqu'à manquer autant de respect à une sélection nationale, surtout celle de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une rencontre qui compte énormément pour l'équipe ivoirienne. Nous sommes en phase éliminatoire d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est un international ivoirien qui veut venir aider son pays. Il ne faudrait pas que son club se comporte ainsi. Voilà, on est dans dans une situation de quasi-kidnapping du garçon qui ne dit pas son nom. Mais il va falloir aussi à la Fédération ivoirienne de football de montrer un tout peu les crocs pour pouvoir ramener cet enfant-là dans le giron de notre équipe nationale. Parce que ce que Kouassi Evra ne dit pas, c'est que depuis un certain moment, il est quasi harcelé par les Chinois qui veulent tout simplement qu'il se fasse naturaliser et qu'il porte leur maillot. Ce que le garçon refuse jusqu'à présent. Donc il va falloir maintenant à nous d'aller chercher ce garçon qui a décidé de porter le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et demander aux Chinois d'arrêter de se comporter ainsi. Quand on sait que du côté de la Chine, un garçon comme Sédik Bakambu, international congolais, a été pourtant libéré pour retrouver son équipe nationale. Donc le club de Wuyan Zol, je ne sais pas à quoi il joue, comme l'a si bien dit le garçon, mais il va falloir les ramener à l'autre. Yves Armand Mbaya, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Comme il a dit, je pense que c'est un scandale, mais en la matière, il faut simplement faire confiance aux institutions internationales. Il y a la législation au niveau de la FIFA qui est impérative et elle vaut pour tout le monde, aussi bien la Chine que pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que la fédération, au niveau de la fédération de football, ils se feront forts de nous rétablir dans nos droits concernant le joueur ivoire. Est-ce que finalement, il n'aurait pas la possibilité d'outrepasser la décision de son club et puis de répondre à l'appel de la sélection? Non, généralement, ça se joue entre fédération et club. Ce n'est pas le joueur qui prend la décision. Son cas est un peu un cas d'école et c'est embêtant parce que quand on l'écoute comme ça, on voit que le garçon est meurtri. Et nous également, nous sommes meurtris un peu parce que c'est un joueur qu'on aime bien, qui fait de belles choses en Chine et qui aurait pu apporter un petit quelque chose à l'équipe nationale. Bon, maintenant, d'un autre côté, il y a une mesure de la FIFA qui protège un peu les Chinois et qu'ils ont utilisé par rapport à... Qui protège, je dirais, les clubs. Qui protège les clubs, enfin j'ai dit les Chinois pendant de leur club, et que les Chinois ont un peu utilisé. Au mois de septembre, la FIFA avait dit que les clubs la fenêtre de septembre, les clubs n'étaient pas obligés de libérer les joueurs par rapport aux différentes compétitions de septembre, sous condition d'une quarantaine de 5 jours avant le départ et d'une quarantaine de 5 jours après l'arrivée. Bon, c'était tellement compliqué que les clubs n'étaient pas obligés de libérer les joueurs. Eh bien, la mesure a été relancée par la FIFA et c'est cette mesure-là
que les Chinois ont utilisé au dernier moment pour bloquer notre Kwasi Evra. Bon, c'est un peu subtil et malin de leur part, parce qu'il faut savoir que les Chinois sont très malins, ils ont joué là-dessus. C'est un peu dommage pour nous, c'est pour ça que je dis que c'est un cas d'école, parce qu'il y a eu une entente quand même dans son club pour venir. Au dernier moment, on brandit une mesure FIFA, c'est dommage, on va le regretter tous, on va être un peu en colère avec Jean-Pierre, avec Ouria sur cette affaire de Evra, mais à la vérité, les Chinois n'ont fait que brandir une mesure de la FIFA contre notre joueur. Et puis, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Là, c'est arrivé avec un club chinois, mais c'est arrivé avec des clubs européens qui ont bloqué des joueurs qui voulaient venir pour la CAN aussi. Ah oui, bien sûr. Mais bon, au niveau de la CAN, c'est pas la même situation par rapport à ce qui se passe actuellement, puisque avec la crise sanitaire, comme le disait Roger Stéphane tout de suite, il y a des mesures au niveau de la FIFA qui permettent à ces clubs actuellement, en tout cas, de faire jouer un peu le veto sur la libération de certains joueurs. Donc, notamment, il faut savoir que voilà, le bureau du conseil de la FIFA, je vais mieux lire cette injonction, les formations employeuses de footballeurs internationaux ne pourront pas libérer leurs pensionnaires pour les fenêtres de septembre 2020. Donc, ça a été prolongé après septembre. Et si une quarantaine d'au moins 5 jours est obligatoire à compter de l'arrivée sur le lieu du club qui est tenu de mettre le joueur à disposition de l'équipe nationale et sur le lieu où est censé se disputer le match de l'équipe nationale. Donc, on considère qu'après le voyage de Evra Kwasi du côté de la Côte d'Ivoire et son retour en Chine, normalement, il devra observer une quarantaine de 5 jours pour pouvoir réintégrer l'équipe professionnelle de son club dans lequel il évolue. Donc, c'est cette mesure sur laquelle les Chinois se sont appuyés pour maintenir le joueur. Mais derrière, il ne faut pas oublier aussi que cette équipe dans laquelle évolue Evra Kwasi doit jouer les play-offs. Et lui-même, il a dit, le 11, il y a un match crucial qui doit l'opposer à une autre formation. Donc, c'est en fonction de ce match et surtout, vu qu'il est, je dirais, l'un des éléments les pions sûrs de cette équipe chinoise, les dirigeants ont jugé bon de le garder afin de permettre à la formation de pouvoir se qualifier pour les playoffs. Ce n'est pas le même cas pour l'équipe de Cédric Bakambu qui est leader de sa poule et qui facilement peut libérer un joueur et venir participer à ces éliminatoires au niveau de la CAN. D'accord. Bon, eh bien, en tout cas, on espère que la situation va s'arranger. On va revenir à vous, hein, Yves Armand Mbaya, donc, et au TIDA 2020. Alors, vous en êtes où en ce moment? Le TIDA 2020, c'est fini. Il n'y aura pas de TIDA cette année. Fort malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus, nous sommes obligés de ne pas satisfaire la curiosité de toutes ces personnes qui aiment le TIDA. Et donc cette année, malheureusement, on ne pourra pas le faire à cause de cette pandémie. Et d'ailleurs, j'en profite pour nous incliner profondément sur la mémoire de Pape Diouf, qui était le grand promoteur de ce tournoi-là, Pape Diouf, qui malheureusement est parti dans les circonstances que nous savons. Oui. Et nous tenons on aurait voulu pouvoir le magnifier à cette occasion, mais pour les raisons que nous savons, nous ne pouvons pas faire le TIDA 2020. D'accord. On sait que le football a repris, en tout cas les autorités ont permis un peu la reprise du football au niveau de notre pays, et puis peut-être la difficulté se situerait au niveau des clubs étrangers, mais est-ce qu'il n'était pas possible d'organiser l'édition de 2020 avec uniquement des clubs évoluant ou des centres de formation évoluant uniquement en Côte d'Ivoire? C'était une possibilité, mais le TIDA aujourd'hui, c'est un label. On a atteint un niveau qui nous oblige à respecter nos standards. Le TIDA se joue avec des clubs qui viennent de la sous-région et même des pays européens. Je l'ai dit tout à l'heure, on a reçu par 2 fois ici Barcelone. Et les frontières étant hermétiquement fermées en raison de cette pandémie, alors que les clubs qui sont de la sous-région viennent généralement par les frontières terrestres. Donc il était pratiquement impossible de pouvoir le faire cette année. D'accord. En parlant des clubs comme celui du FC Barcelone, comment est-ce qu'ils apprécient ce tournoi? Malheureusement, au niveau de Barcelone, la présidence a changé. Sinon, à l'époque, par l'entremise du président du TIDA, M. Koné Mamadou, il est en très bon terme avec Sandro Rosell, avec lequel il a pu conclure ce match-là qui a fait venir par 2 fois Barcelone ici. Et c'est un tournoi qu'ils ont énormément apprécié, puisque à l'époque, ils ont fait venir leurs jeunes qui ont démontré
du football, mais aussi on a eu l'occasion de leur montrer qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a aussi du très bon football puisque la SEC les a battus par 2 fois. Alors, oui. Ils sont 22 fois, non? Barça, 2012-2013. Le Barça, 22 fois. C'est ça. D'accord. D'accord. L'année dernière, aucune équipe européenne n'a participé au tournoi. Qu'est-ce qu'il en est de la prochaine édition? Pour la prochaine édition, bien entendu, on va tenir compte des réalités au niveau sanitaire, au niveau mondial. Autant que faire se peut, on se fera fort de faire venir des équipes européennes. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, sur le plan international, on a un concurrent de taille, en la personne, enfin, qu'on appelle l'Europa Youth Cup, qui se joue avec les jeunes de la même catégorie. Et donc, les clubs européens préfèrent privilégier ce tournoi plutôt que de venir faire le TIDA. Ce qu'il faut retenir en tout état de cause, ce genre de tournoi, il y en a à profusion là-bas en Europe. Il y en a suffisamment en Europe. Et pour nous, aujourd'hui, le plateau qu'on offre ici, c'est de faire en sorte que ces jeunes Africains-là, qui soient des centres de formation, puissent se faire voir par les recruteurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et c'est aussi une bonne opportunité pour eux. Alors, il y a eu quand même pas mal d'initiatives du même genre qui n'ont pas tenu sur la durée. Comment est-ce que vous faites pour pérenniser le TIDA? Alors, il faut dire que nous avons il y a d'abord l'expertise avérée aujourd'hui parce que le TIDA s'est imposé dans le paysage ici en Côte d'Ivoire. Le TIDA est le tournoi par lequel on rentre dans les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, tous les amoureux du football en Côte d'Ivoire savent ce que c'est que le TIDA. Nous avons le soutien du district autonome d'Abidjan qui nous appuie considérablement chaque année. Et puis, bien entendu, on avait Pape Diouf, qui était un très bon ambassadeur. Fort malheureusement, il n'est plus là. Mais nous pensons qu'avec d'autres personnes qui nous aident à organiser ce tournoi, on pourra continuer de le pérenniser, effectivement. D'accord. Alors, dernière question. Vous nous l'avez annoncé ici, TIDA 2020, bon, on oublie. Vous vous projetez déjà sur le 2021 et quelles seront je veux dire, les nouveautés? Qu'est-ce que vous nous promettez pour 2021? Pour 2021, on est déjà en train d'y travailler. Comme je l'ai dit, on va tenir compte, bien entendu, des réalités de la pandémie. Mais on compte revenir à la formule qui nous avait permis d'avoir 12 équipes plutôt que 8. On était parti de 8 à 12. On va encore repasser à 12 équipes et faire en sorte que, si possible, on puisse faire venir des équipes européennes. Et puis, étendre le tournoi aussi à d'autres équipes en Afrique du Nord et également en Afrique du Sud. D'accord. Vous pensez à un nouvel ambassadeur, un nouveau parrain de l'événement? Nous y travaillons fortement. Et on veut tout savoir. Souffrez que, pour l'instant, nous ne dévoilions pas toute notre batterie. Oh, vous ne pouvez pas faire ça. Mais croyez-moi, oui. Quand les choses seront totalement bouclées, vous aurez la primeur de l'événement. Ben voilà, ça se passera une fois de plus sur le plateau de la grande team, messieurs, dames. Non, monsieur. Poser ma question. Non, mais c'est pas grave. La cagnotte. Bon, allez-y, je ne peux pas vous l'enlever, celle-là. Merci. Allez-y. La cagnotte du vainqueur. Il n'y a pas de cagnotte pour le vainqueur du TIDA. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il gagne alors C'est dommage. Promotion, découverte, révélation. Les clubs gagnent beaucoup à venir participer au TIDA, puisque au sorti de ce tournoi, si vous regardez un peu, vous allez voir sur les différentes pages, vous allez voir le nombre de joueurs que les clubs ont pu placer sur le marché international au travers du TIDA. C'est ça la cagnotte. Non. Eh bien, on vous attend. Dès que vous êtes prêts pour le TIDA 2021, vous venez nous en parler sur le plateau de la grande team. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur Yvan Mbaya. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Merci beaucoup d'être venu. Vous revenez quand vous voulez. Ce sera avec grand plaisir. C'est ici chez vous. D'accord. Dans un instant, on va recevoir Jojo et Yves Boris. On va parler des Coupes africaines interclubs. Ça y est, les affiches sont connues. On vous explique tout dans un instant. Ne bougez surtout pas.